tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures du mois d'octobre. J'ai 5 livres à vous présenter et je vais commencer par Nos séparations de David Fuenquinos. C'est un livre qui était depuis bien trop longtemps dans ma pile à lire et c'est parce que je l'ai vu passer 2-3 fois de coup sur Bookstagram. Ça m'a donné envie de le ressortir parce que j'ai vu de bons avis dessus. Faut dire que c'est mon premier livre aussi de cet auteur-là et honnêtement je ne regrette pas de l'avoir lu. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre Fritz qui est un jeune étudiant qui ne sait pas du tout quoi faire de sa vie et donc il va enchaîner des masters. Il va même avoir un double cursus. Et lors d'une soirée, il me semble une soirée étudiante, il va tomber amoureux d'Alice. Voilà, ça va être le coup de foudre réciproque et donc ils vont décider de sortir ensemble. Sauf que voilà, ils viennent de deux milieux assez différents. Les parents de Fritz sont plutôt des explorateurs, des voyageurs, ils vivent presque... Enfin, ils vivent pas à la Belle Étoile, mais quand ils voyagent, ça leur arrive voilà, de camper à la Belle Étoile. Tandis que les parents d'Alice, c'est pas du tout ça, ils sont très catholiques, très carrés, c'est très sur les apparences, c'est pas un mot au-dessus de l'autre. Et donc Alice ne veut pas présenter Fritz à ses parents parce que pour le moment, il n'a pas de travail, il sait pas quoi faire de sa vie. Et voilà, elle lui fait clairement comprendre qu'ils ne viennent pas du même monde. Jusqu'au jour où Fritz va décrocher un stage aux éditions Larousse pour les dictionnaires. C'est lui qui est chargé d'écrire, vous savez, les petites notices de vie de certaines personnes, enfin de personnes un petit peu célèbres ou connues. Et suite à ce stage-là, il va décrocher un CDI. Et à ce moment-là, Alice décide de le présenter à ses parents parce que ça y est, il a quand même un poste aux éditions Larousse, donc elle considère que c'est déjà pas trop mal. Sauf que durant le repas de famille et de présentation, il va y avoir un petit événement qui fait que ça va partir en très grosse colère et Alice va décider de rompre avec Fritz. Donc dit comme ça peut paraître une histoire un petit peu banale, mais sous la plume de l'auteur, elle va prendre un tout autre tournant, une toute autre profondeur. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là parce que finalement, ce sont des sentiments universels et c'est une histoire qui est ancrée dans la réalité. En fait, on peut tous plus ou moins s'y retrouver si on a à peu près le même parcours de vie que Fritz. Et c'est vrai que voilà, c'est assez banal dans le sens où on va suivre un couple qui s'aime, qui se déchire, qui se sépare, qui se retrouve, qui se sépare à nouveau. Et à côté de ça, Fritz, les autres femmes on va apprendre à connaître les autres femmes qu'il a rencontrées dans sa vie. Toutes les questions qui se posent parce que Fritz c'est quelqu'un de très observateur. Il fait très attention aux mots, donc déjà c'est bon, par rapport à son travail, mais j'ai beaucoup apprécié en fait son petit côté des fois ironique. Il a beaucoup d'autodérision, il va se mettre à nous définir les mots aussi et c'est vrai que des fois on prend conscience, on se dit ah oui c'est vrai, il a pas tort en fait, ce mot c'est pas ce que l'on pense, ça n'a pas la signification que l'on pense. Et j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois très poétique, ça fait réfléchir. Il y a des mots voilà, qui vont un petit peu vous pincer le cœur, on se dit ah c'est un petit peu triste, mais ça reste une très belle histoire et je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, enfin, certes c'est le premier livre de l'auteur que je lis, mais ça m'a donné envie d'en découvrir davantage en fait sur son écriture, sur ses livres. Vraiment c'est pas un coup de cœur, mais je pense qu'on y est à ça, vraiment. Alors j'ai mis du temps c'est vrai à le sortir parce que je pensais que en lisant le titre Nos séparations et quand même le résumé, j'avais peur que ce soit un petit peu beaucoup même triste et donc ça me plombe un petit peu le moral et c'est pas du tout ce que je recherchais pour le moment dans mes lectures. Et en fait pas du tout. Alors oui des fois c'est triste à certains moments, mais comme je vous dis il y a quand même beaucoup d'ironie, il y a des moments qui sont quand même assez cocasses, donc on jongle et on passe de sentiment en sentiment et vraiment je peux que vous le conseiller. Il est assez court, il fait 218 pages donc aux éditions Folio. Donc voilà, foncez en tout cas, ça vous fera une bonne petite lecture. La seconde lecture que je vous présente, c'est une lecture commune. Il s'agit de Stephen King, Salem.
C'est une lecture commune du coup que j'ai fait avec le groupe Un Stephen King par mois ensemble, qui est tenu par Séverine de Il est bien ce livre, Céline Lecture, Armance et 2 autres personnes, je ne me rappelle plus leur nom. Il reste un garçon et une fille, mais je me rappelle plus leur nom, désolée. Donc voilà, c'était la lecture commune du mois d'octobre, très très bien choisie soit dit en passant pour le thème d'Halloween. Donc c'est un petit peu mon premier Stephen King, étant donné que j'avais lu Cujo il y a des années et des années, j'étais vraiment jeune et je n'avais pas fini d'ailleurs le livre. Donc je considère celui-ci comme mon vrai premier Stephen King. Dans ce livre-là, on va suivre Ben Mears, qui est un écrivain. On est dans le Maine en 1970 et il va retourner à Salem des années après, étant donné que quand il était plus jeune, il a vécu chez sa tante à Salem pendant 3 ou 4 ans. Donc il était vraiment gamin. Et il y a un épisode, on va dire, qui l'a traumatisé lorsqu'il était tout jeune. Et il revient un petit peu pour certes écrire un nouveau livre, mais aussi aller au-delà de ce souvenir, de ces cauchemars qui ne cessent de hanter ses nuits, même des années et des années après. Et il voulait louer la maison qui s'appelle le Marston House, dans laquelle il s'est donc passé quelque chose quand il était petit. Mais malheureusement, elle a été rachetée. Et il faut savoir que cette maison a été inoccupée, je crois, depuis plus de 25 ans parce que les propriétaires y ont trouvé la mort. Et personne n'aime vraiment cette maison, c'est comme si elle dégageait de mauvaises ondes. Elle est un petit peu, je suppose que c'est un petit peu la maison qu'ils ont essayé de reproduire sur la couverture. Les volets sont toujours fermés, elle est un petit peu sur une colline, donc on dirait qu'elle veille un petit peu sur Salem. Et en fait, à son arrivée, il va y avoir des choses assez suspectes. On va avoir des disparitions d'enfants, on va retrouver des animaux morts. Il va y avoir tout un tas d'événements vraiment bizarres pour le coup. Et Ben Mears va commencer à enquêter et il va être au fur et à mesure accompagné par des amis. Enfin, en tout cas, des personnes avec qui il va s'allier d'amitié. Donc c'est quand même une petite brique parce qu'il fait 800 et quelques pages dans cette édition, mais vous avez 2 nouvelles à la fin sur le village de Salem. C'est quand même assez intéressant de le lire à la suite parce que notamment la 2e nouvelle, il me semble, c'est sur les origines de Salem. Donc ça m'a vraiment motivée à le lire en lecture commune parce que c'est toujours plus agréable lorsque l'on peut échanger en même temps avec des personnes. Et le groupe Facebook propose aussi 2 lives, donc je trouve ça plutôt pas mal, voilà, de partager nos avis, nos opinions et les moments que l'on passe à lire ce livre. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est vrai que Stephen King, c'est beaucoup de descriptions, on va pas se mentir, mais bizarrement, je suis pas quelqu'un qui aime énormément la description, mais là, je tournais les pages. En fait, on lit 1 heure, on se dit waouh, on a déjà lu tout ça. Ça va très très vite, c'est très très fluide et il arrive à nous décrire les choses de telle façon que on a l'impression de regarder un film, vous voyez, à travers la lecture, de vraiment se projeter, de voir les choses. Je trouve ça vraiment très très bien. Après, c'est vrai que ça a été écrit dans les années 1970, donc on a affaire à un livre d'horreur entre guillemets des années 1970. Forcément, on a des personnages qui sont très clichés, on a des choses oui, qui sont assez clichés qu'on a l'habitude de voir, ou qu'on avait en tout cas l'habitude de voir. Mais personnellement, ça a marché sur moi, c'est-à-dire que j'ai eu les frissons à plusieurs moments. Quand on se met dans l'ambiance, qu'on lit le soir avec une lumière tamisée, qu'on éteint notre téléphone et qu'en plus on est seul chez soi, croyez-moi, ça fout un petit peu la chair de poule. Certains moments sont très bien décrits et c'est vrai que les moments qui m'ont fait le plus frissonner, c'est des moments descriptifs. Il vous décrit tellement bien le regard, le sourire, la peur qui envahit aussi les personnages. Vraiment, c'est juste incroyable. En fait, il nous fait renaître des peurs que l'on avait enfant.
On sait très bien que les vampires n'existent pas, que les sorcières n'existent pas, que rien de tout ça n'existe. Et pourtant, je vous promets que quand on referme le livre, on n'est pas serein du tout. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Là, l'auteur, au début du résumé, il dit que pour lui, c'est le livre, c'est l'un des livres les plus effrayants qu'il ait pu écrire. Bah, honnêtement, alors j'en ai pas lu d'autres, mais pour le coup, celui-ci m'a pas laissé du tout indifférente. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que au tout début de ma lecture, les 100 premières pages, il introduit pléthore de personnages qui habitent Salem, et là je me suis dit oulala, en fait j'ai recommencé 2 fois parce que j'étais pas concentrée la première, et en fait je me suis dit mais jamais je vais arriver à retenir tous les noms des personnages, sachant qu'il fait une mini biographie à chaque fois, et là je me suis dit non, ça va pas être possible, mais en fait n'ayez pas peur, il les réintroduit et il redonne en 2-3 lignes en fait qui ils sont. Il les resitue si vous voulez, et honnêtement c'est pas le plus important dans l'histoire de se rappeler de tous les personnages, parce qu'en fait si vous voulez ce sont que des pions. Le personnage principal, si je puis dire, c'est Salem. Tout se passe si vous voulez dans Salem, c'est vraiment Salem et la maison qui sont les personnages centraux. Tout le reste en fait c'est pour alimenter le récit, donc franchement pas de crainte à ce niveau là. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette lecture et je vous la conseille vivement. La troisième lecture que je vais vous présenter est un thriller écrit par Donato Carisi. Il s'agit de L'Égorgé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Donato Carisi, j'ai dit l'égorgé mais non, c'est l'égaré. Voilà. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit Le Chuchoteur, c'est un de ses best-sellers. C'est d'ailleurs une saga. Celui-ci peut être inclus ou non dans la saga du Chuchoteur. Mais honnêtement, il peut être lu indépendamment, et pour ceux qui n'ont pas aimé Le Chuchoteur, ce livre est totalement différent. C'est pourquoi je préfère le sortir en fait de la saga, parce que déjà ça ne gêne en rien la compréhension de l'histoire, et même si vous ne le lisez pas et que vous continuez la saga du Chuchoteur, vous pourrez très bien comprendre. On va suivre le détective privé Gianco, Bruno Gianco, qui est sur le point de mourir. En fait, on apprend dès les premières pages qu'il est malade, et c'est une maladie qui est incurable et qui arrive surtout à terme. Mais avant de mourir, il a une dernière mission. Il voit aux informations que Samantha, une jeune fille, a été retrouvée après 15 ans de captivité. Donc en fait, quand elle avait 13 ans, un matin, en allant à l'école, elle a été enlevée parce qu'elle s'est regardée à travers la vitre, vous savez, d'un van avec les vitres teintées noires, sauf qu'elle y a vu un lapin géant à l'intérieur avec des yeux en cœur. Et c'est la dernière image qu'elle aura vue, parce qu'après elle a été enlevée. Et elle est restée donc captive pendant 15 ans dans un labyrinthe. Et une nuit, elle va arriver à s'échapper et quelqu'un va passer un appel anonyme à la police en les prévenant, en disant voilà, il y a une jeune fille au bord de la route qui est totalement dévêtue et paniquée. Donc le rapport avec Bruno Gianco et Samantha, c'est qu'en fait, 15 ans auparavant, Bruno avait été commandité par les parents de Samantha pour enquêter sur sa disparition et pour la retrouver, étant donné que la police n'avait pas la moindre piste, et donc les parents désespéraient un petit peu et n'avaient pas vraiment confiance en la police, donc ils se sont tournés vers un détective privé. Sauf que Bruno n'avait pas non plus grand espoir pour la retrouver, parce qu'il y avait vraiment zéro piste, zéro indice. Sauf qu'il a quand même accepté. Alors il avait demandé déjà une grosse somme d'argent, et ensuite il avait dit ok, je vous la retrouverai, sauf qu'il n'a jamais réellement travaillé sur cette disparition-là. 15 ans après, donc Samantha a pas loin de 25 ou de 27 ans, elle est admise à l'hôpital. Elle va être suivie par un profiler qui va essayer de lui faire retrouver la mémoire, parce qu'en plus elle l'a perdue. Et donc elle va essayer Donc c'est un docteur, le docteur Green,
va essayer donc alors pas d'hypnotiser Samantha, mais de lui faire voilà, retrouver la mémoire petit à petit en faisant parler, en essayant d'invoquer des souvenirs. Et donc on va avoir deux enquêtes parallèles. L'enquête de Bruno, qui est très 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 dynamique, et parce qu'il va donc essayer d'arrêter le ravisseur, donc cet homme à la tête de lapin, avec un gros masque de lapin avec des yeux en cœur. Et on n'est pas au bout de nos surprises lors de cette enquête, mais alors là il ne manque pas d'action, de dynamisme. Et parallèle à cette enquête, on va avoir une autre enquête donc beaucoup plus psychologique avec le docteur Green et Samantha, où là Samantha va nous raconter en fait des moments de sa captivité qui sont vraiment très durs. Et oui, pendant 15 ans elle a dû se battre pour survivre, et donc c'est vrai qu'il y a certains moments où ça fait du bien de retourner un petit peu du côté du détective privé, parce que c'est quand même pas évident à lire. Donc c'est un thriller qui à la fois qui met mal à l'aise, c'est sûr, de par le sujet et par tout ce que Samantha raconte, mais c'est un livre addictif aussi. Et ça c'est vraiment la patte de Donato Carisi, il a le don pour rendre ses romans addictifs, c'est un véritable page turner, je crois que je l'ai lu en 2 jours, je voulais pas m'arrêter, je voulais savoir le fin mot de cette histoire. C'est juste incroyable, vraiment. Moi, je suis fan de cet auteur-là, tous ses livres sont quasiment des coups de cœur. Ça en est pas un, mais c'est vraiment, on est là aussi à la limite du coup de cœur. Sauf que quand on finit le livre, on se dit « Ah, j'ai rien compris ». Nickel. Voilà, franchement, j'ai fini le livre et l'égaré, c'était moi. J'ai rien compris, donc j'ai relu les 3-4 derniers chapitres et là on comprend. En fait c'est un livre, je pense, qui nécessite une deuxième lecture. Même l'auteur l'a dit lui-même en fait lors d'une interview, il a dit que si on ne comprenait rien à la fin du livre, c'est normal en fait, c'était fait exprès, c'était normal. Mais en le relisant ça allait, et honnêtement en fait je me suis retrouvée sur des forums internet à lire les hypothèses et les théories des autres lecteurs, et j'avais des fois l'impression qu'on n'avait pas du tout lu le même livre. Mais voilà, je pense après avoir plus ou moins compris, surtout en relisant les derniers chapitres, c'est un dénouement, on a une espèce de rebondissement à la fin, mais genre qui est inattendu. Parce qu'en soi, l'histoire peut être assez classique, ça peut être déjà du déjà vu, en mode ah oui d'accord, bon la fille est retrouvée 15 ans après, ça va être la chasse à l'homme, mais en fait c'est bien plus que ça, vraiment. Par contre, je mets des petits feux de détresse au cas où si vous êtes sensible. Il y a des moments dans le livre et des sujets qui sont vraiment pas évidents, donc je pense pour certaines personnes sensibles, alors pas du tout dans le sens macabre, gore avec du sang, non pas du tout, c'est vraiment des... On parle quand même un petit peu là d'actes sexuels sur les enfants, voilà, il y a quand même des sujets assez sensibles, donc voilà, je préfère vous le préciser, parce que comme je disais, il met quand même mal à l'aise durant la lecture malgré son côté addictif. Mais je le recommande vraiment. En plus voilà, comme je vous ai dit, on peut le lire indépendamment de la saga Le Chuchoteur. Et vraiment, en fait, dans ce thriller, il y a tout ce que j'aime qui est réuni. Et une fin vraiment digne de Donato Carisi de toute façon. Pour continuer dans la lancée des thrillers et surtout de Donato Carisi, j'ai lu Le Jeu du Chuchoteur, quasiment à la suite de L'Égaré, parce que je pensais mieux comprendre la fin de L'Égaré, mais en fait non, pas du tout, rien à voir. Donc c'est pour ça, quand je vous dis que L'Égaré peut se lire totalement en one shot, c'est que c'est vrai. Donc Le Jeu du Chuchoteur lui s'inscrit dans la saga, donc Mila Vasquez, c'est l'inspectrice que l'on retrouve à chaque tome, et donc le chuchoteur. C'est le 3e tome. Et ah, j'ai pas enlevé mon marque-page. Et du coup dans celui-ci, donc on retrouve Mila Vasquez, et en fait il va y avoir une enquête, et si vous voulez il y a une mère de famille qui appelle les secours un soir de pluie, même d'orage, en disant qu'il y a un homme
dans leur jardin. Et la police en fait ne va pas du tout chez ces personnes-là parce qu'il y a un gros orage. C'est ça, ouais, je crois. Il y a un gros orage cette nuit-là et donc il n'y avait pas les effectifs nécessaires et donc ils attendent le lendemain matin pour aller voir si tout va bien. Sauf que là, ils trouvent du sang partout, de chez partout, mais aucun corps. Donc là, c'est la panique et ils vont finir en fait par retrouver ce fameux homme qui a fait ça. Il est arrêté. Et à partir de là, il y a la police donc, qui va demander à Mila Vasquez d'enquêter et de connaître en fait le fin mot de cette histoire. Parce que Mila en fait a pris sa retraite entre guillemets. On apprend au début du livre voilà, qu'elle ne veut plus jamais enquêter, qu'elle ne veut pas retourner dans les abysses entre guillemets, dans l'ombre. Et elle veut se consacrer à sa vie. Sauf que là, du coup, elle va retourner sur le terrain pour traquer ce chuchoteur-là. C'est un roman, honnêtement, qui m'a déçue. Voilà. Alors juste avant, je disais oui, Donato Carresi, je l'adore, tous ses livres sont quasiment des coups de cœur ou presque. Mais celui-ci n'en fait pas du tout partie. J'ai été très déçue parce qu'en fait, je pensais que c'était la fin de la saga. Parce que je me rappelle la com qu'il y a eu à sa sortie, c'était 10 ans après, le retour du chuchoteur, et en fait je pensais que ça mettait un point final à cette saga-là, et donc pendant tout le livre, j'étais dans l'attente d'avoir un dénouement, d'avoir des réponses aux questions, de conclure en fait ce très très gros chapitre du chuchoteur. Et en fait j'ai tout lu sauf ça. Au contraire, j'ai des réponses qui se sont ajoutées, j'ai des mystères auxquels j'attends des réponses. Mais voilà, beaucoup de questions à la fin de ce livre. Mais pour moi, c'était un petit peu le livre de trop. C'était même le livre, je dirais pas inutile, mais bon, voilà, il serait pas sorti, il nous manquerait pas. Vraiment, ça sera pas une lecture qui va me marquer, contrairement à l'Égaré, contrairement au chuchoteur. C'est pas, voilà, il a pas été transcendant. Je me suis pas sentie dans l'histoire. Comme au début en fait de chaque livre, j'ai tendance à rentrer hyper vite dans les histoires de Donato Carresi. Ici, j'ai mis vraiment peut-être les 100 premières pages à me dire ok, je suis dedans. Il fait 377 pages. J'ai pas trouvé ça convaincant, déjà parce que le thème de cette histoire-là, Mila va traquer donc un chuchoteur à travers un jeu virtuel, un jeu vidéo virtuel. Et ça, c'est pas mon domaine. Je joue pas, j'ai jamais joué à des jeux vidéo. Et du coup, j'avais du mal en fait, des fois, à comprendre et même à trouver ça crédible. Voilà, il y a des moments où je me suis posé des questions et je me suis dit, c'est pas très crédible. Et en fait, c'est un petit peu dommage. C'est pas... En fait, il est très 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 différent. Il se démarque des deux autres. Il se démarque du chuchoteur et de l'écorché, certes. Mais j'ai pas trouvé un suspense fou. Ouais, j'ai pas aimé le thème en fait. J'ai pas du tout été emballée, j'ai pas été conquise tout simplement. Après, bon, ça reste du Donato Carresi, ça reste du page turner, il y a des cliffhangers, il y a des retournements de situation. Mais pour le coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de vues et de revues dans les deux livres précédents. Le même style d'enquête, les mêmes styles de rebondissement. C'est un petit peu du réchauffé pour moi. C'est pour ça que je vous dis que s'il ne l'avait pas écrit, franchement, ça n'aurait pas manqué. Enfin, après, voilà, ça c'est mon avis, mais j'ai pas trouvé ça très utile dans le sens où ça nous apporte encore des interrogations et je me dis, mais si il finit pas par conclure cette saga, j'ai peur que l'on soit déçu parce que forcément on va attendre et il va y avoir trop d'éléments à expliquer. Donc malheureusement, je pense que voilà, le jeu du chat et de la souris entre Mila et les différents chuchoteurs qu'elle rencontre commence un petit peu à s'essouffler et bien que son personnage évolue dans ce livre-là, et il évolue d'ailleurs considérablement comparé à l'écorché, donc c'est le deuxième tome où là je trouvais même qu'on régressait, et bien même s'il évolue,
j'ai quand même du mal à m'accrocher à ce personnage et c'est bête parce que c'est quand même le personnage principal. J'ai du mal, je m'attache pas du tout, j'y arrive pas, au contraire elle m'insupporte. Voilà, donc je sais pas si je suis la seule mais voilà, j'ai vraiment du mal avec ce personnage là, donc grosse déception pour ce livre, honnêtement, il restera pas gravé dans ma mémoire. Très déçue, mais je pense déçue parce que je suis frustrée d'avoir pensé que c'était la fin et qu'en fait pas du tout. Et j'espère qu'il va vite la conclure et que le prochain tome va vite sortir parce que... Ouais, franchement j'ai fini la lecture, j'étais agacée. Voilà, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et dites-moi comment vous l'avez trouvé et si vous aimez aussi le personnage de Mila Vasquez, parce que j'ai l'impression d'être la seule à pas l'aimer. Donc n'hésitez pas à me le dire. Pour cette dernière lecture, on va sortir du genre du thriller et de Donato Carisi et je vais vous parler des Laits de Marie de France. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres un jour et franchement il est en super bon état. Et le résumé, si je puis dire, m'avait un petit peu attirée, étant donné que Marie de France c'est une poétesse la plus connue, poétesse française du XIIe siècle. Et en fait, vous savez, à l'époque, la transmission se faisait à l'oral et donc il y avait des chansons. Et elle a retranscrit ces chansons-là sous forme de récits qu'elle a écrit même en vers. Bon, là, la traduction, forcément du vieux français, n'a pas été faite en vers. Ce sont des histoires, des récits, des mythes qui s'inspirent du folklore breton et des mythes bretons. Et donc ils se mettent aussi, ça se passe à l'époque donc médiévale. Donc dans ce livre-là, donc vous avez un prologue qui est super intéressant parce qu'il explique tout un petit peu de la vie, des écrits en tout cas de Marie de France, de qu'est-ce qu'un lait et l'importance à l'époque de ces laits. Dans ce livre-là, vous avez donc 12 mythes et récits. Ils sont généralement très courts, ils font minimum 3 pages, maximum 7 pages j'ai envie de dire. D'ailleurs vous voyez, c'est un livre qui n'est pas bien épais, c'est même un livre si vous voulez que vous pouvez laisser sur votre table de nuit et y revenir de temps en temps, lire voilà, un petit mythe par soir. J'ai fait le choix de le lire en entier parce que j'étais très bien dedans, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de redondance dans les thématiques. On retrouve les thématiques forcément qui étaient très utilisées à l'époque médiévale, c'est-à-dire l'amour, qui soit passionnel, qui soit tragique, qui soit interdit. On va retrouver tout ce qui touche aussi à la seigneurie, tous les chevaliers également. Et bien entendu les transformations animales, que ce soit en oiseau, en cerf, en biche, ou des transformations plutôt en créatures fantastiques, et c'est-à-dire genre les loups-garous. Nous avons notamment un récit sur le loup-garou que j'ai beaucoup apprécié. Et tous ces mythes se soldent par une morale. Et oui, déjà à l'époque, on n'a pas attendu Jean de La Fontaine, mais c'est vrai que il y a à chaque fois la petite touche finale en mode voilà, tu as voulu causer du mal à ton voisin et finalement le mal revient vers toi. C'est un livre vraiment que j'ai apprécié, que je suis contente d'avoir trouvé en boîte à livres. C'est pas forcément le livre que j'aurais acheté, mais en tout cas si vous aimez l'univers médiéval, tous ces mythes et récits, ces contes, je vous le conseille vivement parce qu'il se lit très bien. Après je sais qu'il y a des éditions où vous avez sur une page l'ancien français, donc vraiment écrit par Marie de France, c'est-à-dire en vers, et sur l'autre page la traduction française actuelle. Donc voilà, si vous voulez l'acheter un jour ou si vous le trouvez, n'hésitez pas. C'est la fin de cette vidéo, je vous ai présenté mes 5 lectures du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, peut-être que vous avez découvert de nouveaux auteurs et peut-être aussi ça vous a donné envie de découvrir certains livres. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.